Ludicast. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 3e épisode de Ludicast sur la 2e édition de Ludinam, toujours en direct du lycée François-Xavier à Besançon. Et ce soir, on va parler de fiction sonore avec le nouveau pôle Saga Audio. Et autour de cette table, on se retrouve donc avec deux invités sondiers, Jay et Mitty. Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir. Et également Oreste de la saga Steam RPG. Bonsoir. Salut. Et on va donc parler de fiction sonore, de saga audio, de création pour les oreilles. Et alors, déjà, une question toute simple pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Qu'est-ce que c'est qu'une fiction sonore ? Une fiction sonore, plusieurs noms. On parle aussi de saga MP3, de série audio. On aime bien dire un petit peu en plaisantant que c'est comme une série mais sans les images. C'est pas tout à fait faux dans le sens que l'idée c'est de raconter une histoire, une aventure, que ça soit en one shot ou sous format épisodique, avec uniquement des outils sonores, c'est-à-dire des prises de voix, des bruitages, de la musique, des ambiances sonores, du sound design, etc. Et messieurs, vous avez à peu près, je pense, la même définition de la fiction sonore. Mais alors, justement, pour vous, comment est-ce que vous êtes tombé dedans, Jay, par exemple ? Alors moi, je suis tombé dedans parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très très connu dans ce milieu. Ça s'appelle le donjon de Nullbug. Je ne sais pas si vous connaissez. Légèrement obscur. Ouais, c'est un petit peu underground, quoi. Donc ouais, non, je suis tombé dedans. Je connaissais un petit peu François Pérusse avant. Un petit peu étant bien grand, un petit mot quand même, parce que j'étais aussi bien fan de lui. Mais des 2 minutes du peuple. Des 2 minutes du peuple, voilà, c'est ça. Mais c'est pas vraiment les 2 minutes du peuple qui m'ont déclenché cette envie-là. C'est vraiment le donjon de Nullbug. Pour moi, c'était à l'époque, j'étais rôliste, donc je baignais complètement dans le jeu de rôle aussi. Et le simple fait d'avoir une espèce d'aventure rôlistique sous le format de François Pérusse que j'adorais déjà à l'époque, je me suis dit c'est génial, c'est absolument c'est complètement génial et j'ai commencé à m'y intéresser. Ensuite j'ai trouvé d'autres choses, il y a eu Reflet d'acide aussi, encore un truc aussi un peu obscur, hein. Pas du tout adapté en BD. Voilà, et là je me suis dit j'ai envie de faire pareil, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et pour toi, Mitty, c'est la même chose ? Est-ce que c'est Nullbug, François Pérusse, Reflet d'acide qui t'ont fait commencer ? Pour le coup, moi, je suis passé par Matrick la Matruc, qui est une parodie de Matrix. Oui. Parce que c'est mon frangin qui m'a fait découvrir ça dans ses années étudiantes. On était sur un trajet en voiture et il a balancé ça dans la voiture et j'étais éclaté de rire parce que c'était absolument génial, je connaissais pas du tout. Et instinctivement, pour le coup, moi, je suis allé chercher plus, savoir s'il y avait plus. Et il s'est avéré que le créateur de cette série-là était très impliqué dans l'idée de créer une communauté autour de ça. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai lu, j'ai écouté à droite à gauche, et après, j'étais pris, quoi. Et justement, comment tu t'es retrouvé de pris à faiseur ? L'envie, en fait, un peu comme tout le monde, on a souvent, quand on écoute ou qu'on voit des choses qu'on aime, on se dit pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer. Moi, c'était aussi l'envie de faire quelque chose de qualité. Donc ça a été un long cheminement parce qu'en fait j'expérimentais un peu chez moi mais je sortais rien. Mais par contre je continuais à écouter régulièrement, à découvrir de nouvelles choses, à me former mes oreilles aussi. Parce qu'évidemment on commence à se forger un avis critique et plus ça va et plus on commence à un peu cerner les différents enjeux et les différentes possibilités techniques. Et au bout d'un moment en fait je suis devenu complètement mordu de son parce que j'ai compris que ça me plaisait énormément, même au-delà de l'aspect de la fiction sonore en fait. Et c'est la même chose pour toi, Oreste, tu bidouillais dans ton coin et puis finalement un jour tu pouvais plus garder ça pour toi ? On peut dire ça, j'ai un petit peu le même parcours, je pense qu'on retrouve en fait chez tous les amateurs, que ce soit auditeurs ou créateurs de séries audio, c'est-à-dire qu'effectivement ça a commencé aussi
de mon côté par François Pérusse, par Le Donjon de Nullbuck. Effectivement, j'ai un petit peu grandi avec ça. Ce qui m'a vraiment donné envie de me dire un jour, tiens, je ferais bien ça, c'était Banal Fantasy, la parodie, les parodies, parce qu'il y en a eu plusieurs moutures de Final Fantasy, car j'étais un petit peu jeune à l'époque et je commençais à jouer et à découvrir Final Fantasy, donc je découvrais le jeu et la parodie en même temps et c'était juste un régal. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer ce style, voilà, qui est la parodie. Donc je me suis dit assez tôt, tiens, j'aimerais bien faire de la parodie à l'audio parce que c'est un média qui a l'air vachement sympa. Donc il y a eu des expérimentations, voilà, des bidouilles comme tu dis. J'avais un projet de mise en parodie de Tales of Symphonia qui venait de sortir, qui était un gros carton à l'époque en RPG, mais j'étais tout jeune et c'était difficile de faire ça de manière sérieuse. Donc c'est resté en suspens pendant assez longtemps et en fait c'est revenu assez naturellement en grandissant et là effectivement je me suis dit ça y est, je peux vraiment commencer à expérimenter et à me faire la main sur ce genre de médias. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui, donc, on peut le dire, assez répandu, même si ça reste une communauté assez underground, comme tu dirais, Jay. C'est quelque chose qui est un atout ou plutôt un défaut, tu penses ? C'est compliqué parce que, ouais, c'est vrai qu'on gagne quand même à être un peu plus, enfin, que cette communauté-là et ce format-là en particulier gagne à être un peu plus reconnu. Bon, maintenant, ça a un petit peu explosé grâce aux youtubeurs Cyprien et Antoine Daniel qui ont ressorti leur fiction à eux, quoi. Et on a redécouvert pas mal de gens qui ont dit « Ah, ça c'est chouette, est-ce qu'il en existe d'autres ?» et le fait qu'ils découvrent qu'en fait, il y a tout un univers consacré à ça, toute une communauté, et des tas et des tas et des tas de fictions à leur disposition gratuitement sur Internet, ça a donné un espèce de regain de popularité qui n'existait que par sursaut, on va dire. De temps en temps, on en parlait dans certains magazines. On a eu Micro Hebdo, on a eu Jeux de rôle magazine, voilà, ce genre de choses. Ça reste encore des publications, c'est pas Libération, c'est pas Le Monde, c'est pas Oui. la grande presse publique, mais voilà, on a eu quand même quelques sursauts de la part de journalistes qui ont fait la démarche d'en parler. Et mais oui, c'est vrai que même si France Culture diffuse beaucoup de créations radiophoniques qui s'apparentent un peu à ce que nous, amateurs, on fait sur Internet, on aimerait bien que ça soit un petit peu plus, même plus ouvert et plus populaire, enfin, en tout cas plus diffusé dans des médias un peu plus grand public. Après, je sais pas si c'est faisable techniquement. Ça l'est sans doute, mais ça reste... Justement, c'est une question qu'on peut se poser parce que même si en France, on a une communauté qui est principalement amateur de création de fiction sonore en francophone, on peut voir chez nos voisins anglais, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de créations professionnelles et reconnues et diffusées en radio. Alors justement, par exemple, Mitty, qu'est-ce que tu penses qui pourrait bloquer en France, empêcher la fiction sonore de revenir sur les ondes, car il y a une époque où c'était diffusé sur Europe 2, Rire et Chanson et Radio France de manière beaucoup plus grand, beaucoup plus souvent. Qu'est-ce qui bloque, tu penses ? Vaste question. C'est un peu difficile à définir. Peut-être parce que les gens sont plus intéressés par... On aime beaucoup tout ce qui se rapproche du cinéma. Les séries, c'est devenu quelque chose d'extrêmement populaire aujourd'hui. Il y a très peu de gens qui ne regardent pas de séries télévisées. Et les gens ont perdu peut-être cette habitude d'écouter, pareil, la radio. C'est plus devenu un passe-temps musical. Et en dehors des radios d'info et chez Radio France avec France Culture, en fait, on a peut-être un peu perdu cette culture de l'audio, cette culture d'écouter.
Et c'est peut-être ça qui pêche un peu maintenant, en fait. Les gens ont perdu cette habitude-là. On consomme plus d'images que de sons. Et c'est probablement... Enfin, pour moi, ce serait plutôt ça qu'il faudrait... qui serait à remettre en compte. Et après, comment pallier ça, je sais pas. Mais... simplement, on essaie de faire découvrir. Ce serait hypocrite de ne pas vouloir que ce soit populaire, mais si déjà les gens découvrent, écoutent un peu plus, s'intéressent, et après que ça puisse permettre de produire de nouvelles choses et s'ouvrir à un nouveau public, c'est vrai que ça ferait beaucoup de bien, même si ça fonctionne déjà très bien, et même si c'est de niche, il y a quand même une communauté qui est extrêmement active. En même temps, ce côté niche permet peut-être plus d'expérimentation, ce côté plus amateur permet peut-être aussi de se lancer dans plus d'essais, plus de choses diverses et variées, comme la parodie, comme tu nous en parlais au reste, c'est quelque chose qui n'est pas si courant aujourd'hui dans les médias grand public, comme tu disais, Jay. C'est quelque chose, toi qui te tient à cœur, le format parodique. Et tu trouves que ça a particulièrement sa place dans la création sonore ? Je trouve effectivement que ça a particulièrement sa place dans la création sonore, dans le sens que tout est possible en fait. Bon, je pense que c'est la même possibilité qu'on a quand on fait de la création vidéo ou autre, que ce soit du théâtre ou n'importe quelle forme d'expression. Et effectivement, dans la fiction sonore, on peut voir tous les styles et il y a des créateurs dans tous les styles. Si on est plutôt effectivement parodie, on trouve pléthore de séries, que ça soit dans les enquêtes, dans de la science-fiction, ou enfin dans tous les domaines. Et effectivement, moi je trouve que le format se prête particulièrement bien à la parodie, car on peut susciter tout de suite des images assez humoristiques, que ce soit par les voix, les mimiques, les bruitages ou même les situations. Et voilà, je pense que c'est effectivement un média qui a beaucoup d'avenir, c'est un média qui tend à se faire connaître plus, qui vit depuis très longtemps en fait, que ce soit dans une communauté effectivement peut-être un petit peu underground, mais je perçois quand même j'ai envie de dire une lueur d'espoir. On voit aujourd'hui qu'il y a quand même un regain d'intérêt pour notamment donc les séries, comme tu disais, Mitty, sur les séries visuelles, mais aussi un gain de popularité sur les livres audio qui est vraiment en train de remonter. Et ça serait peut-être très bien d'avoir une plateforme pour les sagas MP3. Enfin, on peut rêver une espèce de Netflix ou un Audible pour saga MP3, un catalogue quoi, pour vraiment le grand public. Ça pourrait être un beau projet. En tant que sondier, vous pensez que c'est quelque chose qui serait faisable, justement, un Netflix de l'audio ? Ça sera ambitieux, mais je pense que c'est faisable, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait un regroupement à quel niveau serait nécessaire pour mettre en branle un projet comme ça ? Après, si c'est un genre de Netflix, je pense qu'il faudrait après opérer une certaine sélection. Parce que monter une plateforme comme ça, il faut l'entretenir, et il faut déjà la construire, il faut déjà les gens compétents pour le faire, puis ensuite il faut l'entretenir. Donc on va forcément générer des coûts. Ça va être obligatoire, quoi. Donc il va falloir aussi opérer une sélection. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça pourrait être problématique. Ce qui n'est pas le cas dans justement la communauté amateur de la fiction, où là on est complètement en roue libre, on fait ce qu'on veut, on diffuse ce qu'on veut, on le partage si on veut pas le faire, on le fait pas, si on veut écouter, on l'écoute, c'est gratuit, et si on veut pas, on le fait pas, et puis voilà, quoi. Cette gratuité, c'est quelque chose qui est important dans la saga audio et dans sa consommation aujourd'hui ? Mitty, par exemple ? C'est important, je pense que ouais, c'est extrêmement important parce que ça rejoint en fait la liberté qu'on a, comme le DJ, on est en roue libre et ça se passe aussi en termes de juridiction en fait.
en termes juridiques plutôt, dans le cadre où on utilise des bruitages, on utilise parfois des musiques, on a les possibilités de faire un peu tout ce qu'on veut. Et si on rentrait par exemple sur un Netflix de la fiction, notamment sur les séries les plus connues en fiction sonore, ça pêcherait énormément parce qu'on ne pourrait pas intégrer sur cette plateforme-là ces séries-là, qui pourtant sont extrêmement connues. Et c'est un peu le bas qui baisse en fait sur ce sujet en fait, parce que la professionnalisation entre guillemets amène des contraintes, des limites, et qu'elles soient techniques ou financières, oui, aussi. Et donc, c'est pas évident. C'est vrai qu'on pourrait rêver d'une plateforme comme ça, mais ça demanderait une bonne réflexion et de revoir en fait le fonctionnement, quoi. Et bien justement, on va vous laisser réfléchir après une petite pause musicale. Et c'est une de tes créations, Mitty, donc, qu'on retrouve tout de suite, qui s'appelle Communications. C'était Communications de Mitty qui se trouve à notre table pour ce 3e épisode de Ludicast en direct de Ludinam. Et également à notre table, Jay, toujours des sondiers comme Mitty, et au reste de Steam RPG, la saga MP3. On parlait il y a quelques minutes des communautés autour de la fiction sonore, autour des créations. Et alors justement, c'est une agrégation de communautés en réalité, comme on peut le voir justement sur Ludinam ce week-end, avec regroupé sous la grande bannière du pôle saga audio à Ludinam, avec différents créateurs. Comment s'organise ce vivier de création, Jay par exemple? Alors, je pense pas que je sois le mieux placé pour y répondre en ce moment. Mais c'est vrai que, parce que moi je ne fais plus pour l'instant de fiction, mais il y a une énorme communauté sur Internet, donc, qui s'appelle Netophonix, qui est vraiment
le point central en fait où on peut retrouver toutes les fictions sonores amateurs qu'on peut trouver sur Internet. Et le truc qui est formidable dans cette communauté, c'est qu'on n'est pas du tout concurrents entre nous. Au contraire, on se file des coups de main, on se prête nos acteurs, nos voix, on participe dans la fiction de l'autre et tout, on se partage, on se dit ça c'est bien, ça tu devrais peut-être mieux faire comme ça, moi je te conseille plutôt de faire ça. À quand le prochain épisode? C'est une question qui revient beaucoup, ça, c'est un petit peu rigolo, voilà. Donc ouais, on est vraiment... on se tape pas dessus, voilà. Puis on est toujours très content de se retrouver, même de se connaître. On se connaît pas forcément tous. Et profiter d'avoir des pôles de saga audio comme ça dans des festivals comme Ludinam à Besançon, c'est aussi une occasion d'échanger, de parler et puis de découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc ouais, voilà, c'est... Netophonics, c'est quelque chose qui est très répandu chez les créateurs de fiction sonore. Comment est-ce que, par exemple, toi, Mitty, t'en as entendu parler? C'est en recherchant simplement sur Internet? C'est une connaissance? Mitty, pardon. Moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est via Matruc, puisque c'est le créateur Mitch DSM qui a fondé en fait Netophonics. Et j'ai commencé moi d'abord par entre guillemets stalker la plateforme sans être inscrit. En fait, j'ai lu assez longtemps durant toute l'année 2007, et je me suis inscrit en fin d'année en fait. Et j'ai continué à participer, à découvrir un petit peu. Et ce qui ressort énormément de cette plateforme, en fait, et ce qui est aussi un des fondements du Ludinam, en fait, c'est le partage. Tout fonctionne autour de ça. L'idée, c'est de faire écouter aux uns aux autres ce qu'on fait, de se donner un avis, de se donner des conseils. De parfois recruter des gens. Il y en a qui ont des projets, qui n'ont pas envie de le faire tout seul, évidemment, et demandent des acteurs, ou même parfois se partagent les tâches techniques. Il y en a qui vont écrire, il y en a qui vont plutôt monter, réaliser. Et en même temps, on partage aussi des tutoriels, on essaie de... Il y a tout un pôle de tutoriels disponibles en fait sur le forum, et le but en fait c'est d'aider les gens qui ont envie en fait de tester et qui parfois poussent le vice à aller encore plus loin et à s'améliorer de plus en plus, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a comme tu disais un vivier de création, parce que on a l'impression que ça s'arrête jamais. Il y a toujours un flux de création, il y a toujours des nouveautés, de nouvelles choses. Et on en a au point que même quand on a l'impression d'avoir déjà tout entendu, on découvre encore de nouvelles choses qu'on n'a pas entendues. Et c'est ça un peu la force de cette communauté, en fait. Et c'est quelque chose pour toi, Oreste, quand tu travailles sur Steam RPG, c'est quelque chose qui te pousse à aller plus loin, à travailler plus fort, à expérimenter de nouvelles choses, des communautés comme celle du Netophonics? C'est sûr que ça pousse toujours, quand on sait qu'il y a toute une communauté derrière qui porte et qui soutient ce média, c'est sûr que ça booste la créativité. Et effectivement, Netophonics, c'est une communauté qui est assez exceptionnelle, que j'ai découvert en 2 temps en fait. C'est-à-dire que quand je commençais à m'intéresser aux sagas MP3, Netophonics existait déjà. Et c'était un truc assez énorme, quoi. Enfin, c'était, je vais caricaturer, mais c'était un peu l'annuaire des séries MP3. Et quand j'ai commencé à créer et à faire ma série, je partais de zéro, hein, en termes techniques notamment. Et je me suis dit, tiens, je vais retourner sur Netto. Et là, je suis retombé sur une communauté, mais énorme. Je me suis dit, waouh, ok, l'expertise, elle est là. Et effectivement, il y a tout un système de tutorat, juste de discussion, d'échange sur des sujets techniques ou non, ou de création. Et donc ça, c'est une chose. Et surtout, ça foisonne de petites ou de grosses créations. Et effectivement, quand on navigue un petit peu dans les pages de Netophonics, on se dit série audio is not dead, quoi. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et ouais, c'est vraiment une bonne porte d'entrée sur cet univers. Et comment est-ce que aujourd'hui, à l'époque où
Facebook, Twitter sont des liens d'échange privilégiés. Comment expliquer que des forums comme le Netto arrivent à survivre et à rester très actifs et avec beaucoup d'échanges? Quand Netophonix a été créé, les réseaux sociaux, c'était pas encore super en vogue. Et oui, C'est cette précocité, tu penses? Je pense quoi. En tout cas, on a eu le temps de se construire, de grandir, d'avoir un certain nombre de membres, un certain nombre de liens qui se sont créés aussi à travers ce forum. Je pense que c'est ça qui a fait que il y en a qui se sont un petit peu qui ont utilisé, qui ont vu que les réseaux sociaux allaient être quelque chose de pratique pour leur communication ou pour leur façon de travailler ou pour discuter avec des collègues ou des fans ou voilà. Mais ça n'a pas empêché la destruction de tous ces liens et de toutes ces choses qui se sont construites au fur et à mesure depuis la création de Netophonix. Je pense, après. Mitty, tu as un avis semblable sur le sujet, sur comment a réussi à survivre un forum comme le Netto aujourd'hui? Moi, je pense que c'est tout simplement parce que les réseaux sociaux n'ont pas les mêmes fonctions qu'ont le forum, en fait. Sur le forum, on peut discuter, évidemment, comme sur les réseaux sociaux, mais on peut se rassembler sur des sujets très précis. C'est rangé par catégorie. On peut sortir les créations. Il y a la zone de sortie qui est faite pour ça. Oui, on peut laisser des commentaires dessus, certes aussi, on pourrait faire pareil sur Facebook, mais Facebook a ce côté très éphémère, tout comme Twitter. J'imagine pas du tout une communauté comme ça sur Twitter, ça aurait aucun sens déjà. Et Facebook, on pourrait éventuellement l'imaginer, mais ce serait trop fouillis, trop dilué. Et c'est la force du forum en fait, c'est qu'on est resté sur il y a ce côté intemporel en fait. On peut répondre n'importe quand, on peut recevoir des notifications sur un sujet qui peut être disparu des dernières réactions et pourtant on pourra quand même retrouver ce qu'on avait dit, c'est retrouver des réponses. Et même réagir à des choses qui sont extrêmement vieilles et même donner son avis sur des créations qui sont sorties il y a très longtemps et quand même discuter avec des créateurs qui ont tourné la page depuis longtemps mais qui peuvent revenir et c'est ça en fait qui est pour moi c'est l'essence même du Netophonix, c'est vraiment ce côté intemporel en fait. Surtout que à l'heure actuelle, le forum est encore dans son cocon d'origine, ce qui va bientôt changer. Et malgré ça, en fait, il est toujours en temps actif et c'est ce qui prouve ça. Pour moi, c'est ça qui prouve toute sa force, en fait. Et d'où est du coup venu le besoin ou l'utilité d'une strate encore supérieure avec le côté sagasphère qui regroupe plusieurs communautés, plusieurs sites de fiction sonore. C'était un besoin d'une agrégation encore plus forte? Alors le mot sagasphère, il est un peu venu par hasard en réalité parce que il y avait à l'époque la web radio Synops Live qui régulièrement du coup parlait de saga audio. C'était la seule web radio qui parlait régulièrement de séries audio et invitait des créateurs à échanger autour d'une table virtuelle. Et globalement, je perds le fil de ce que je voulais dire. Je crois que c'est parti d'un délire autour d'une discussion qui s'est terminée par ça serait bien qu'on ait une sorte de blogosphère de la saga MP3 et donc en délirant comme ça, c'est parti sur le néologisme sagasphère et on a trouvé que c'était bien, que c'était finalement, même si c'est né d'un délire, ça restait quand même un terme qui nous convenait et qu'on a gardé du coup et qu'on a fini par construire après. Avec ce côté grande famille en fait. Ouais, c'est pas forcément un mot pour représenter et bloquer la communauté en fait. C'était vraiment ce côté
la saga Sphère, c'est une grande famille, c'est la création en général, la création sonore en général. Et c'était une façon aussi d'un peu de couper court au fait que à une certaine période, certaines personnes étaient un peu en mode le Netophonix, c'est un peu tout ce qu'il y a. Et c'était une façon aussi d'inclure toutes les personnes qui ont leur site internet à côté, les personnes qui créent et qui ne diffusaient pas forcément, ils n'étaient pas inscrits sur Netophonix. Et il y en avait beaucoup. Beaucoup sont arrivés sur le tard sur Netophonix. Et Saga Sphère, c'est aussi ça en fait, c'est inclure la création en général. Et vraiment, ouais, moi je vois ça comme ça, c'est vraiment une grande famille, quoi, la grande famille du son. Mais tout le monde est bienvenu, hein, évidemment. Là-dedans. Exactement. C'est pas du tout fermé, pas du tout élitiste, on accueille tout le monde sans exception. Eh bien, je pense que c'est un superbe mot de la fin pour ce 3e épisode de Ludicast, consacré donc cette fois-ci aux fictions sonores. Merci à tous les deux, mes sondiers présents aujourd'hui pour ce 3e épisode de Ludicast. Avec grand plaisir. Merci également au reste pour Steam RPG. Merci. On vous retrouve tous les 3 pendant le festival Ludinam et on vous retrouve bien sûr également plus tard sur les internets. Très bonne soirée à tous. Ludicast.